Bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet d'intégration en géologie, moi et Martin avons institué notre projet Caractérisation thermique des matériaux d'un sol en contexte géothermique. On va certainement statuer qu'est-ce que c'est que la géothermie, mais avant ça, on aimerait parler un petit peu de l'histoire. Donc, il faut remonter à il y a plus de 20 000 ans pour trouver les premières utilisations de l'énergie thermique par les êtres humains. C'est le cas du site japonais de Nisato, où est-ce qu'on a retrouvé des vestiges de l'utilisation géothermique par les habitants de ce secteur-là. Eux l'utilisaient pour des bains thermaux. Donc, à cet endroit-là, il y avait de l'eau qui était chauffée par la terre, puis ils l'utilisaient pour se réchauffer ou pour se laver. Ensuite, il faut attendre la civilisation romaine, qui, eux, vont perfectionner les bains publics, puis vont utiliser cette chaleur-là que la terre leur donne pour aussi cuire de la nourriture dans leur vie courante. Mais c'est vraiment en 1904, avec le prince italien Piero Ginori Conti, que la géothermie est vraiment dans son essor, puisque lui, il a allumé 5 ampoules à vapeur géothermique à l'aide de la vapeur, justement, du sol. Donc, c'est de l'eau qui est chauffée dans les entrailles de la Terre, qui fait de la vapeur, puis lui, il a utilisé cette vapeur-là pour faire tourner une turbine qui a allumé des ampoules. Donc, c'est là qu'on a vu le potentiel de la géothermie. Mais il faut attendre en 1970 avec les chocs pétroliers pour que les énergies fossiles soient moins attirantes pour qu'on se tourne un petit peu plus vers les énergies renouvelables. Puis c'est ce qui a créé finalement la création des capteurs horizontaux. C'est ce qui a causé finalement l'apparition de la géothermie moderne comme on la connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la géothermie? C'est finalement l'utilisation du potentiel thermique de la Terre, donc de l'énergie qui est émise au centre de la Terre, que nous, on va utiliser à des fins qui nous sont propres. C'est une énergie qui est renouvelable puisqu'elle provient du noyau, puis elle se régénère constamment sans émettre de gaz à effet de serre ou quelconque type de matériaux nocifs. Un système géothermique, ça a 3 constituants principaux. Il y a la pompe à chaleur, le circuit intérieur et le circuit souterrain. Quand on a parlé de l'apparition des capteurs horizontaux, ça faisait partie du circuit souterrain. Donc, c'est ce qui a fait son apparition suite aux crises pétrolières. Tout ça, ça nous amène finalement à découvrir notre problème géothermique qui est le suivant. On se questionnait à savoir quel type de sol allait être le plus conducteur pour finalement essayer d'en soutirer le plus de chaleur possible dans nos systèmes actuels. Ça nous permet alors de comprendre que la physique va vraiment nous être très importante puisqu'elle peut expliquer les transferts de chaleur d'un milieu à un autre. National Geographic, ce qu'ils nous disent, c'est que la chaleur terrestre, c'est la désintégration radioactive du potassium au noyau. Donc, le potassium se désintègre, ça crée de la chaleur. Cette chaleur-là, elle se transfère de couche en couche jusqu'à ce qu'elle atteigne la croûte terrestre. Donc, où est-ce qu'on se situe? Il y a 3 types de transfert de chaleur. Convection, conduction et rayonnement. La convection, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert de chaleur dans un milieu qui est fluide. Donc, c'est par exemple dans l'air ou dans l'eau, la chaleur va se transférer de particule en particule jusqu'à atteindre une nouvelle surface. Ensuite, on a la conduction. La conduction, c'est le transfert de chaleur qui se fait dans un même matériel. Donc, un matériel qui est conducteur, comme la tige de métal qu'on voit sur la photo. Si on la met dans le feu, le bout se fait chauffer, puis ça va se conduire dans la tige de métal jusqu'à atteindre notre main. Donc, on va ressentir la chaleur dans notre main aussi. Ensuite, il y a rayonnement. Rayonnement, c'est les transferts de chaleur qui se font de façon ondulatoire. Donc, ça n'a pas besoin d'être dans un milieu comme l'eau ou l'air pour se déplacer. Ça se transmet d'une face à une autre, comme si c'était dans le vide, par exemple. C'est comme ça qu'on reçoit l'énergie du soleil dans l'espace, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Puis ces rayons-là, ils nous atteignent, puis ça réchauffe finalement la surface. Celui auquel on va plus s'intéresser, ça va être la conduction, parce que les sols qu'on va tester, ça va être des sols qui vont être compactés, puis le plus possible de façon sec. Donc, le plus sec et le plus compacté possible pour réduire les transferts de chaleur par convection. Donc, en réduisant l'air et l'eau, on réduit les transferts de chaleur par convection, ce qui augmente les transferts de chaleur par conduction. Donc, c'est ce à quoi on va s'intéresser. Ce type de transfert-là, il nous permet aussi de s'intéresser à la définition d'un flux de chaleur et à la loi de Fourier. Le flux de chaleur, c'est ce qui correspond au déplacement de l'énergie d'un endroit considéré comme chaud vers un endroit considéré comme froid. Donc, d'un endroit à haute énergie vers un endroit à basse énergie. Puis c'est le déplacement de cette chaleur-là qui vise à recréer l'équilibre au sein même du matériel. La loi de Fourier, ce qu'elle vient nous dire, c'est que dans un médium qui présente un flux de chaleur, ce flux-là va être proportionnel au différentiel de température entre ces deux côtés. Donc, si j'ai un côté à haute énergie puis un côté à basse énergie, le flux de chaleur il va être de plus en plus grand si le différentiel entre ces deux côtés-là est élevé.
Ces deux concepts-là nous permettent de définir la loi de Fourier sous sa forme différentielle, donc où est-ce que Q représente le flux de chaleur, lambda représente la conductivité thermique, puis d de t sur d de x représente le gradient de température. Par contre, comme on sait que le flux thermique, c'est aussi déterminé par la quantité de chaleur transférée par unité de temps, ça nous permet d'avoir une nouvelle équation qui, en intégrant entre 0 et delta x, on trouve une nouvelle équation qui est celle de la loi de la conductivité thermique, qui nous est utile dans le cadre de notre expérience, puisqu'on peut voir la relation empirique entre la différence de température dans l'épaisseur d'un certain type de sol. On l'a ensuite linéarisé pour pouvoir la mettre sous forme d'un graphique qui va nous être utile dans les prochaines diapositives. Pour mettre en application notre modèle physique, nous avons dû élaborer différents montages expérimentaux afin de définir celui qui allait permettre la meilleure application de notre modèle. Dans le montage numéro 1, l'idée était d'envoyer de l'eau bouillante par gravité dans un tube en aluminium qui traversait le matériau testé, lui-même contenu dans un bac en plastique. L'avantage de l'aluminium, c'est que c'est un très bon conducteur de chaleur. Un thermomètre ponctuel placé en profondeur et relié à un multimètre et un thermomètre à caméra infrarouge nous permettaient d'acquérir les données nécessaires. Seulement, les manipulations de l'eau bouillante, qui nécessitaient un influx constant dans le tube d'aluminium, se sont rapidement avérées compliquées à réaliser en même temps que la prise de données et le reste de l'expérience. De plus, nous avons constaté que des fuites d'eau sont venues fausser nos résultats. Enfin, le bac en plastique censé accueillir l'expérience n'était pas approprié car il absorbait la chaleur qui émanait du tube bouillant. Pour le montage numéro 2, dans l'optique de résoudre les problèmes rencontrés dans le montage numéro 1, nous avons changé l'ancienne source de chaleur par deux plaques chauffantes mises côte à côte pour pouvoir faciliter les manipulations et contrôler plus précisément la température. L'ancien bac en plastique a été remplacé par un bac entièrement en aluminium. Seulement, après quelques essais infructueux, nous avons constaté que notre modèle physique admettait que l'émanation de la chaleur selon une dimension, et non trois dimensions. Avec le bac en aluminium, la chaleur provenant des plaques chauffantes se propageait de tous ses côtés, ce qui a eu comme conséquence de fausser grandement nos résultats. Pour remédier aux problèmes associés aux montages initiaux, nous avons finalement élaboré notre montage final. Le problème de conduction de chaleur émanant des trois dimensions a été résolu par la conception d'un bac sur mesure dont les parois des côtés sont en bois et le fond est en aluminium. L'avantage du bois est qu'il est un mauvais conducteur thermique. Ainsi, la chaleur provenant des plaques chauffantes se propageait que très peu entre la plaque d'aluminium dans le fond du bac et le bois des parois. Le bac sur mesure nous a aussi permis d'insérer une quantité de matériaux à tester constante entre les différents essais grâce à la graduation de ses parois intérieures. Pour améliorer l'acquisition de données du thermomètre ponctuel placé en profondeur, nous l'avons fixé à un pic de bois rectiligne et gradué. Cette technique nous a permis de contrôler la profondeur pour chaque prise de température en profondeur. A noter que lors des tests, 3 dispositifs comme celui-ci ont été utilisés pour que les résultats soient reproductibles. Enfin, le thermomètre à caméra infrarouge a été changé pour un thermomètre infrarouge à laser qui permettait une prise de la température en surface plus immédiate. Pour pouvoir acquérir nos données à partir de notre montage final, plusieurs étapes ont été nécessaires. Premièrement, il a fallu introduire le matériau testé dans le bac expérimental. Les graduations de celui-ci nous ont permis d'ajouter pour chaque matériau une hauteur similaire de 7 plus ou moins 0,1 cm. Il était important de tasser le plus possible le matériau testé dans le but de minimiser les incertitudes associées à l'espace entre les particules et l'air présent dans celui-ci. Par la suite, nous avons ajouté 3 dispositifs de tiges de thermomètre ponctuel gradués à une profondeur initiale de 6 cm. S'ensuivait une période de montée en chaleur qui durait 10 minutes à 150 degrés Celsius. C'est réellement à la fin de cette période que la prise de données débutait. De plus, les plaques chauffantes restaient actives tout au long de l'expérimentation. À T égale 10 minutes, la température en profondeur était notée, ainsi que la température en surface. S'ensuivait un changement de la profondeur de 6 cm à 5 cm pour les 3 dispositifs de thermomètre ponctuel. À compter de ce changement, une période d'adaptation pour les 3 thermomètres ponctuels d'1 minute était chronométrée. C'est à la fin de cette minute que les températures en profondeur ainsi que la température en surface étaient relevées. Un changement de profondeur de 5 cm à 4 cm était réalisé et une nouvelle période d'adaptation d'1 minute était chronométrée. Nous avons répété ce processus en modifiant la profondeur toutes les minutes jusqu'à atteindre une profondeur de 1 cm. Des tests identiques ont été réalisés pour chaque matériau. Pour ce qui est de l'exploration puis de la prise de données, ici on a le graphique du sable et du gravier fin dans lequel chacun d'eux on a installé les droites de régression linéaire qui expriment ce à quoi on s'attendait selon nos prédictions. Donc ça serait seulement pour des transferts par conduction. Par contre, ce que National Library of Medicine nous dit, c'est que l'allure courbée de nos points, ça signifie qu'il y a des transferts de chaleur par convection.
Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que, par exemple, entre les particules, l'air qui s'y trouve va être chauffé quand il va être proche de la plaque chauffante. Puis, l'air qui est chauffé, elle est moins dense que l'air froide. Donc, elle va monter, puis en montant, elle va chauffer les couches supérieures, ce qui augmenterait finalement la courbe qui est observable. Il y a beaucoup d'air entre la roche en comparaison avec le sable. Donc, c'est pourquoi on verrait une courbe plus abrupte, comme c'est observable ici. Le même principe est observable ici avec l'argile. Donc, on a une courbe qui est beaucoup plus abrupte qu'avec le sable puis la terre, comme on avait vu dans la diapositive précédente. Ça peut être explicable parce que l'argile, pour la créer, donc c'était des toutes petites roches, mais on a dû la mouiller pour défaire ces petites roches-là pour que ça nous donne l'argile comme on le connaît. Puis, comme cette argile-là était mouillée, on s'attendait à recevoir finalement beaucoup plus de transfert par convection. Donc, c'est pourquoi la courbe ici, elle est plus importante que sur le graphique du gravier et du sable. Par contre, pour la Terre, on a une allure beaucoup plus linéaire. Ça, on en a déduit comme quoi c'est probablement parce que la Terre, elle était déjà très sec, donc on n'a pas eu de transfert à faire ou quoi que ce soit. Puis en plus de ça, on l'a compacté le plus possible pour essayer de réduire les poches d'air qui peuvent se former au sein du matériel. Puis c'est ce qui a permis probablement d'avoir une allure beaucoup plus linéaire. En refaisant un lien avec notre modèle, on se rend compte comme quoi d de t sur d de x, qui est le flux de chaleur, c'est aussi la pente de la droite de régression linéaire qui est observable finalement sur nos différents graphiques. En reprenant cette formule-là qu'on avait mis à la base du gradient de température de la loi de Fourier dans sa forme différentielle, on observe comme quoi une augmentation du flux de chaleur, ça indique une diminution du coefficient de conductivité thermique du matériel et vice-versa. En pleine connaissance de cette information-là, on peut maintenant venir comparer les différentes pentes de nos sols qui ont été testés pour voir lequel serait le plus conducteur expérimentalement parlant. Donc, on a les pentes des différents capteurs. Avec ça, on est venu faire une pente moyenne pour voir où est-ce que le sol se situe en comparaison avec les autres. On est venu mettre ça dans un graphique de comparaison comme il est illustré ici. Puis, ça nous a permis de voir comme quoi le sable, avec sa plus grande pente, ça voudrait dire que le plus petit coefficient de conductivité thermique. Ensuite, ça serait la terre pour ensuite avoir l'argile et le gravier qui serait le plus conducteur des quatre sols testés. Après avoir obtenu nos différents résultats pratiques, on s'est dit qu'il fallait venir comparer avec ce que la littérature nous disait pour voir si nos résultats sont concluants ou si on a eu des différents résultats que ce qui était possiblement attendu. On sait qu'on avait utilisé de l'argile humide, du gravier sec, de la terre sèche et un sable sec. Ce que la littérature nous dit, c'est qu'on a un coefficient général qui est propre à chacun des sols. Donc, si par exemple j'ai une argile moyenne, donc ni trop mouillée ni trop sec, on a un coefficient général de 0,5. Tous les coefficients généraux sont soulignés ici. Par contre, comme nous, on sait qu'on avait de l'argile humide, on s'est dit qu'il fallait aussi relever le coefficient de l'argile mouillée, qui est général lui aussi. Donc, pour l'argile humide, le coefficient général serait de 1,7. Avec ça, on est venu voir c'était quoi l'intervalle. On les a mis dans un diagramme de comparaison linéaire pour chacun des coefficients avec leurs incertitudes qu'on a trouvées par méthode des extrêmes. Ce que le diagramme nous dit, c'est que le moins conducteur, ça serait la terre, ensuite le sable, le gravier et l'argile. Ce qu'on avait trouvé, nous, c'est que le sable allait être le moins conducteur. Par contre, ici, on peut voir comme quoi leurs intervalles, ils sont tous un petit peu rapprochés. Donc, le sable, le gravier et la terre sont tous très proches l'un de l'autre. Par contre, l'intervalle de la terre, elle suggère que celle-ci pourrait se trouver un petit peu inférieure au sable. Par contre, c'est possible que la terre qu'on a utilisée se situe dans son intervalle supérieur, puis que le sable se situe dans son intervalle inférieur, ce qui nous a donné des résultats très proches. Puis dans le diagramme de comparaison qu'on a fait des différentes pentes, on peut voir que le sable et la terre étaient très proches l'un de l'autre aussi. Donc c'est possible que, malgré ce que la littérature nous dit, qu'on a eu des résultats un petit peu différents. Il est donc possible de conclure que l'argile est le type de sol qui semble être le plus efficace dans son transfert d'énergie thermique. En effet, dans l'illustration du gradient thermique dans la relation entre l'épaisseur d'un sol et le différentiel de température qui s'applique, nous constatons que l'argile possède la plus petite pente entre tous les matériaux testés, soit une pente de 5,7 plus ou moins 0,4. En comparaison, les pentes des autres matériaux illustrant chacune leur propre coefficient thermique sont bien supérieures à celles de l'argile, avec pour le gravier fin une pente de 10 plus ou moins 4, pour la terre une pente de 13,8 plus ou moins 0,1, et pour le sable fin une pente de 14,9 plus ou moins 1,8. Nous pouvons donc affirmer qu'il y a concordance des résultats avec l'ordre donné des coefficients de conductivité thermique estimés de chacun de ces sols. Notre étude actuelle constitue une première approche au monde des énergies renouvelables et de la géothermie, mais elle ouvre de nombreuses perspectives pour la suite. En effet, l'exploration plus en détail des variables que nous avons maintenues constantes, comme le temps de chauffe,
les profondeurs des tests ou les matériaux utilisés pourraient transformer notre compréhension des échanges thermiques dans les matériaux naturels. C'est dans cette direction que pourraient se développer de futurs travaux en lien avec l'optimisation des systèmes géothermiques. Ces pistes de recherche sont directement en lien avec les principes mis en œuvre dans les systèmes géothermiques améliorés, ou EGS, qui constituent en la manipulation de certains paramètres à grande échelle, comme la profondeur, la composition des sols, le taux d'humidité ou encore la température du sol. En multipliant les scénarios expérimentaux à l'échelle du laboratoire, il deviendrait possible d'identifier des configurations optimales transposables en conditions réelles aux installations EGS. L'élaboration de ces scénarios, fondés sur une connaissance des matériaux et leur comportement, représenterait une avancée significative permettant de maximiser la rentabilité énergétique de ces systèmes et de renforcer leur considération face aux énergies non renouvelables.